Ils ont cru qu'elle n'était rien, mais elle était la tempête prête à tout détruire. Avant de plonger dans ce récit brûlant d'injustice et de courage, montrez votre soutien. Laissez un commentaire avec le numéro 1 et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Si l'histoire vous secoue, partagez-la. Si elle vous révolte, appuyez sur j'aime. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Un rebondissement choquant vous attend, prêt à faire trembler vos convictions. Dans les ruelles sombres de Marseille, où les murmures de l'injustice résonnent comme des cris étouffés, Élodie Dubois, une agente fédérale noire, s'infiltre dans le système judiciaire corrompu, déguisée en simple secrétaire de tribunal. Son cœur bat au rythme de la rage, alimenté par des années de mépris racial et de silence complice. Sous son apparence discrète, lunettes austères, chignon impeccable, elle cache une mission explosive. Démanteler un réseau de corruption qui broie les immigrés nord-africains sous le poids de la brutalité policière. Chaque jour, elle endure les regards dédaigneux des avocats, les ricanements des greffiers qui la traitent de fille de ménage et les insultes à peine voilées sur ses origines. Mais Élodie n'est pas là pour plier. Elle est là pour briser. Dans l'ombre, elle installe des micros, pirate des dossiers scellés et note chaque mot venimeux prononcé dans les coulisses du tribunal. Un soir, un incident inédit fait monter la tension. Un jeune Algérien, menotté injustement, hurle son innocence dans une salle d'audience, et Élodie, cachée parmi la foule, capture l'éclat de haine dans les yeux du juge. Cette injustice, comme une lame dans sa chair, ravive le souvenir de sa propre famille humiliée par ce même système. Elle n'est plus seulement une agente, elle est la voix des oubliés, prête à faire tomber un empire de mensonges avec une vérité incandescente. Dans la lumière crue du tribunal de Marseille, où la justice semblait n'être qu'un théâtre cruel, Jacques Moreau, officier de police arrogant, se tenait comme un roi intouchable, sa silhouette imposante projetant une ombre menaçante sur la salle d'audience. Élodie Dubois, toujours dissimulée sous son masque de secrétaire discrète, observait depuis l'arrière de la salle, son stylo caméra enregistrant chaque mouvement, chaque mot. La transition depuis son infiltration silencieuse dans les coulisses du système judiciaire s'était faite sans heurts, mais ce jour-là, l'atmosphère était électrique, saturée d'une tension prête à exploser. Jacques, avec son uniforme impeccable et son sourire narquois, ne se contentait pas d'incarner le pouvoir. Il était l'incarnation même du mépris racial, un monument vivant à l'impunité. Lorsqu'il aperçut Élodie, ses lèvres se tordirent en un rictus dédaigneux. « Qu'est-ce qu'une femme comme toi fait ici ?» lança-t-il, sa voix assez forte pour traverser la salle. « Retourne nettoyer les bureaux, ou c'est quoi? Tu viens plaider pour un cousin dealer ?» Les mots, trempés de venin raciste, firent ricaner quelques avocats complices, leur rire s'évanouissant dans le silence complice du tribunal. Élodie, immobile, sentit une rage volcanique monter en elle, mais son visage restait de marbre, ses yeux sombres fixant Moreau comme des lames. Elle ne répondit pas. Pas encore. Chaque insulte était une munition, chaque ricanement une preuve qu'elle stockait dans son arsenal invisible. Moreau, inconscient de la tempête qu'il venait d'attiser, s'adossa à sa chaise, ses larges épaules secouées par un rire guttural. Il se tourna vers un collègue officier et murmura, assez fort pour qu'Élodie l'entende. « Ces gens-là, toujours à traîner dans les tribunaux, c'est dans leur gène, non? Plaider ou être menotté, ils ne savent en faire que ça. » La salle entière sembla retenir son souffle, mais personne n'osa intervenir. Le juge, Philippe Leclerc, feuilletait ses dossiers, feignant l'ignorance, tandis que les greffiers échangeaient des regards gênés mais muets. Élodie, elle, serrait son stylo si fort que ses jointures blanchirent, son cœur battant au rythme d'une colère ancienne, nourrie par les souvenirs de sa famille humiliée, de son frère aîné arrêté sans raison à 17 ans, accusé de résistance par un officier comme Moreau. Ce n'était pas juste une insulte personnelle. C'était l'écho d'un système qui écrasait les siens depuis des générations. Un système qui riait en les réduisant à des caricatures. Mais ce jour-là, Moreau commit une erreur fatale. Dans un élan d'arrogance, il s'approcha d'Élodie, après une suspension d'audience, dans un couloir étroit du tribunal où les caméras de surveillance étaient mystérieusement en panne. Pensant être hors de portée, il cracha. « Tu crois que t'as ta place ici ? Retourne d'où tu viens avec tes semblables. » Puis, dans un geste provocateur, il arracha une feuille de son carnet de notes, la déchira devant elle et la laissa tomber au sol, riant comme s'il venait de marquer un point. Ce qu'il ignorait, c'était que le badge d'Élodie, épinglé discrètement à son revers,
enregistrait chaque seconde de cette humiliation. Son pouls s'accéléra, non pas de peur, mais d'une fureur si intense qu'elle semblait sculpter chaque fibre de son être. Elle ramassa les morceaux de papier, les plia soigneusement et les glissa dans sa poche, un sourire froid se dessinant sur ses lèvres. Ce n'était pas une capitulation, c'était une promesse. Élodie savait que Moreau n'était pas un simple officier brutal. Il était le rouage central d'une machine qui prospérait sur la peur et le silence. Depuis des années, il paradait dans les rues de Marseille, arrêtant des jeunes maghrébins pour des infractions inventées, un regard de travers, un comportement suspect, tout en sachant que ses rapports, truffés de mensonges, seraient validés par le juge Leclerc. Ses collègues le craignaient ou l'admiraient, mais tous le protégeaient. Chaque plainte déposée contre lui disparaissait dans un labyrinthe administratif, étiqueté non fondé ou classé sans suite. Les vidéos des caméras corporelles s'effaçaient comme par magie. Les témoins changèrent leur récit sous la pression et les familles des victimes étaient réduites au silence par des règlements financiers discrets. Mais Élodie voyait tout. Elle avait infiltré ce tribunal pour cartographier cette corruption, pour tracer chaque fil reliant Moreau à Leclerc, et au-delà, à des figures plus hautes encore. Chaque insulte raciste qu'il lançait, chaque rictus de supériorité, était une fissure dans l'armure de ce système, et elle était là pour l'élargir jusqu'à ce qu'il s'effondre. Un incident imprévu fit grimper la tension à son paroxysme. Lors d'une audience, un adolescent arrêté par Moreau tenta de témoigner, décrivant comment l'officier l'avait frappé en le traitant de sale arabe. Moreau, debout, éclata de rire et interrompit le jeune homme. « Tu mens, gamin, retourne à ta cité, c'est là ta place. » La salle explosa en murmures, certains outrés, d'autres complices. Élodie, au fond, activa son micro caché, capturant chaque mot, chaque ricanement. Son sang bouillonnait, mais elle resta immobile, ses doigts serrant le bord de sa chaise. Elle se souvenait de son frère, brisé par un système qui transformait les victimes en coupables. Elle pensa aux mères qu'elle avait rencontrées, pleurant des fils disparus sous les coups de matraque, leurs plaintes étouffées par des avocats payés pour se taire. Ce n'était pas seulement Moreau qu'elle affrontait, c'était une culture entière, un héritage de mépris qui traitait les siens comme des ombres à effacer. Chaque mot de Moreau, chaque insulte raciale, était une torche qu'Élodie utilisait pour alimenter sa mission. Elle ne cherchait pas la vengeance, mais la justice, une justice qui ne viendrait pas d'un gavel ou d'une robe noire, mais d'une vérité si éclatante qu'elle consumerait tout. Ce jour-là, dans ce couloir, lorsqu'il déchira son carnet, il ne savait pas qu'il venait de signer sa propre chute. Élodie, avec son calme glacial, ramassa les morceaux non pas comme une victime, mais comme une stratège. Elle savait que ce moment, capturé, serait le détonateur. Marseille, ce tribunal, ce système, ils allèrent brûler, non pas dans les flammes du chaos, mais dans la lumière d'une vérité qu'elle, Élodie Dubois, allait forcer le monde à voir, sous les néons blafards du tribunal de Marseille, où les murmures des injustices passées semblaient imprégner les murs. Élodie Dubois poursuivait sa croisade silencieuse, son stylo caméra et son badge d'agente fédérale dissimulés comme des armes dans l'ombre. Après l'incident explosif où Jacques Moreau, cet officier arrogant, avait déchiré son carnet dans un couloir sombre, riant de son mépris raciste, Élodie avait transformé sa rage en une précision chirurgicale. Chaque nuit, dans son petit appartement donnant sur les ruelles tortueuses du Panier, elle disséquait des dossiers, reliait des noms, des dates, des silences complices. Mais c'était dans la salle d'audience, sous les regards indifférents, qu'elle tissait sa toile, capturant l'alliance toxique entre Moreau et le juge Philippe Leclerc, un homme dont la robe noire cachait une âme corrompue. Le tribunal était un théâtre où la justice n'était qu'un décor, et Leclerc en était le metteur en scène. Grand, imposant, avec une voix grave qui imposait le silence, il présidait les audiences comme un monarque, ses jugements tombant comme des couperets sur les accusés, souvent des jeunes maghrébins piégés par les rapports truqués de Moreau. Élodie, assise au fond, observait chaque geste, chaque regard échangé entre le juge et l'officier. Un hochement de tête discret, un sourire à peine voilé. Ces moments, anodins pour les autres, étaient pour elle des aveux gravés dans l'air. Leclerc ne se contentait pas de protéger Moreau. Il était le gardien d'un système qui prospérait sur l'écrasement des voix marginalisées. Chaque plainte contre Moreau, chaque cri d'un accusé clamant son innocence, était balayé par Leclerc d'un revers de main, classé comme irrecevable ou hors sujet. Élodie sentait son sang bouillir à chaque verdict,
Chaque non-lieu prononcé avec une froideur mécanique, comme si la douleur des victimes n'était qu'un désagrément administratif. Un matin, un incident inattendu fit basculer l'audience dans le chaos. Un jeune Marocain, accusé à tort d'outrage à agent, tenta de produire une vidéo de son arrestation montrant Moreau le frappant sans raison. Leclerc, sans même visionner la preuve, la rejeta d'un ton sec. Cette vidéo n'a pas été authentifiée, inadmissible. La salle éclata en protestation, des familles criant leur désespoir. Mais Leclerc abattit son marteau, son visage impassible. Élodie, au bord de l'explosion, activa son micro caché, capturant le ricanement de Moreau depuis le banc des accusés. « Laisse-les crier, Philippe, ils n'ont rien. » Ce moment, comme une flamme jetée sur de l'essence, attisa la fureur d'Élodie. Elle pensa à son frère, brisé par un système similaire, à ses cousins humiliés dans des commissariats, à chaque visage qu'elle avait vu dans les dossiers, des vies réduites à des numéros d'affaires, effacés par des hommes comme Leclerc et Moreau. Mais Élodie ne se contentait pas d'observer. Elle agissait. Dans l'ombre, elle avait piraté les archives numériques du tribunal, exhumant des plaintes scellées, des rapports falsifiés, des emails codés entre Leclerc et Moreau. Une découverte la frappa comme un coup de poignard. Un dossier datant de 3 ans, impliquant un adolescent tabassé par Moreau, retrouvé mort dans sa cellule. Le rapport officiel parlait de suicide, mais un mémo interne signé par Leclerc ordonnait de clore l'enquête sans autopsie. Élodie, tremblante de rage, sentit des larmes brûler ses yeux, non pas de tristesse, mais d'une colère si profonde qu'elle semblait héritée de générations entières. Ce n'était pas seulement un crime, c'était un meurtre institutionnalisé, sanctifié par la robe d'un juge. Chaque nuit, elle croisait ses données avec celles d'une source inattendue. Une greffière, Aïcha, qui avait vu trop de dossiers disparaître et avait commencé à douter. Aïcha, risquant sa carrière, glissa à Élodie des clés USB contenant des enregistrements de réunions secrètes où Leclerc promettait à Moreau « Continue comme ça, Jacques, je m'occupe du reste ». Ces mots, capturés dans l'obscurité, étaient des grenades prêtes à exploser. Élodie, en les écoutant, sentait son cœur cogner contre ses côtes, un mélange de fureur et de détermination. Elle ne dormait plus, hantée par les visages des victimes, leurs noms gravés dans sa mémoire comme une litanie de guerre. Elle savait que confronter Leclerc et Moreau signifiait défier un empire, risquer sa vie, son avenir. Mais elle savait aussi que le silence n'était plus une option. Un soir, dans une ruelle près du Vieux-Port, Élodie reçut un message anonyme, une menace griffonnée sur un bout de papier glissé sous sa porte. « Arrête ou tu finiras comme eux ». Elle froissa le message, son souffle court, mais ses mains ne tremblèrent plus. Cette menace n'était pas un avertissement, c'était la preuve qu'ils avaient en peur. Et cette peur, Élodie le savait, était le début de leur fin. Elle n'était pas là pour plier sous leurs insultes ou leurs intimidations. Elle était là pour faire tomber leur masque, pour exposer chaque mensonge, chaque coup, chaque vie brisée. Leclerc et Moreau pensaient qu'elle n'était qu'une ombre dans leur royaume. Ils se trompaient. Élodie Dubois était la flamme, et elle allait incendier leur monde, pièce par pièce, jusqu'à ce que la vérité consume tout. Les murs du tribunal de Marseille, imprégnés d'une froideur séculaire, semblaient vibrer sous le poids des vérités enfouies qu'Élodie Dubois exhumait jour après jour. Après avoir capturé les échanges codés entre Jacques Moreau et le juge Philippe Leclerc, Élodie s'était enfoncée plus profondément dans l'abîme de la corruption, son cœur pulsant d'une rage qui ne faiblissait jamais. Les enregistrements, les dossiers volés, les mémos scellés formaient une mosaïque de cruauté institutionnelle, mais ce n'était que le prélude. Dans l'ombre, elle préparait une offensive qui ferait trembler les fondations mêmes de ce système pourri. Ce matin-là, la salle d'audience était plus qu'un théâtre de justice. Elle était une poudrière, et Élodie tenait l'allumette. L'audience, déjà tendue par les révélations des jours précédents, bascula dans un chaos indescriptible lorsqu'un incident éclata, comme une détonation dans le silence oppressant. Un jeune Algérien, Karim, arrêté par Moreau pour un prétendu « trouble à l'ordre public », se leva soudain de son banc, les menottes cliquetant à ses poignets. Sa voix, brisée mais vibrante de désespoir, déchira la salle. « Il m'a battu. Il m'a traité de sale rat et m'a frappé jusqu'à ce que je saigne. » Il pointa Moreau qui, assis avec son rictus habituel, éclata d'un rire provocateur. « Ferme-la, gamin, ou tu vas regretter d'avoir ouvert la bouche » lança-t-il, ces mots trempés de mépris raciste faisant sursauter les spectateurs. Le juge Leclerc, fidèle à son rôle de gardien du statu quo, abattit son marteau,
ordonnant le silence, mais la salle explosa. Les familles des victimes, entassées dans les gradins, se mirent à crier, leurs voix mêlant douleur et fureur. Élodie, au fond, sentit son pouls s'accélérer, ses doigts activant frénétiquement son micro caché. Chaque mot, chaque hurlement, chaque ricanement de Moreau était capturé, gravé dans une vérité qu'elle rendrait inéluctable. Mais ce n'était pas seulement l'arrogance de Moreau qui attisait sa colère. C'était la complicité de la salle entière, les avocats qui détournèrent les yeux, les greffiers qui feignaient de prendre des notes, le public qui murmurait sans oser agir. Ce silence, cette lâcheté collective, était une violence aussi brutale que les coups de matraque. Élodie pensa à son frère, à Karim, à chaque jeune homme dont la vie avait été broyée par ce système qui transformait les victimes en coupables. Elle sentit une vague de rage l'envahir, si intense qu'elle semblait consumer l'air autour d'elle. Pourtant, elle resta immobile, ses yeux sombres fixant Moreau comme s'il pouvait percer son armure d'impunité. Elle savait que ce moment, ce chaos, était l'étincelle dont elle avait besoin. Soudain, un rebondissement inattendu fit grimper la tension à son paroxysme. Une femme, la mère de Karim, se fraya un chemin jusqu'à l'avant de la salle, brandissant une photo de son fils tuméfié, le visage méconnaissable sous les ecchymoses. « Regardez ce qu'il a fait à mon enfant », hurla-t-elle, jetant la photo vers le banc de Moreau. L'image atterrit aux pieds de l'officier, qui, dans un geste d'une cruauté glaçante, l'écrasa sous sa botte en riant. « Ça lui apprendra à respecter l'uniforme. » La salle devint un volcan. Des cris fusèrent, des spectateurs se levèrent. Et pour la première fois, Leclerc sembla perdre le contrôle, son marteau s'abattant en vain. Élodie, au bord de l'explosion, captura chaque seconde de cette scène, son cœur battant à tout rompre. Ce n'était plus une audience, c'était une guerre, et elle en était l'architecte invisible. Dans ce tumulte, Élodie activa un second dispositif, un micro directionnel dissimulé dans son sac, captant une conversation chuchotée entre Moreau et un collègue à ses côtés. « Laisse-les brailler. Leclerc va étouffer ça, comme toujours. » Ces mots, prononcés avec une assurance venimeuse, étaient à la preuve qu'elle attendait, non seulement de la brutalité de Moreau, mais de l'alliance criminelle qui le protégeait. Elle sentit une fureur ancienne remonter, héritée des humiliations subies par sa famille, des insultes racistes qu'elle avait endurées dans ce tribunal, des nuits passées à lire des dossiers où des vies étaient réduites à des lignes d'encre. Chaque fibre de son être hurlait pour agir, pour crier la vérité, mais elle se contint. Sa rage n'était pas un feu incontrôlé. Elle était une lame, affûtée pour trancher. Le soir même, dans son appartement, Élodie transféra les enregistrements à Aïcha, la greffière qui risquait tout pour l'aider. Ensemble, elles croisèrent les données avec des vidéos de surveillance piratées, montrant Moreau quittant le tribunal pour rencontrer Leclerc dans un café discret du Vieux-Port. Là, sous les regards indifférents des passants, ils échangèrent des enveloppes, scellant le sort des plaintes contre Moreau. Élodie, en visionnant ces images, sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas seulement de la corruption, c'était une trahison, un système qui vendait la justice pour protéger ses bourreaux. Elle pensa aux mères comme celle de Karim, aux familles brisées, aux noms effacés des registres. Chaque dossier qu'elle ouvrait était une blessure, chaque enregistrement une cicatrice. Mais ce chaos dans la salle d'audience n'était que le début. Élodie savait que cet incident, capturé en temps réel, serait l'arme qui forcerait le monde à regarder. Elle n'était pas là pour panser les plaies de ce système. Elle était là pour l'incendier, pour exposer chaque mensonge, chaque coup, chaque vie volée. Moreau et Leclerc pensaient qu'ils pouvaient rire, écraser des photos, étouffer des cris. Ils se trompaient. Élodie Dubois était là, tapie dans l'ombre, et elle allait transformer leur arrogance en cendres. Dans l'ombre des ruelles humides de Marseille, où les cris de l'injustice résonnaient comme des échos d'un passé jamais enterré, Antoine Leroux, un ancien policier de 60 ans, au visage marqué par les cicatrices d'une carrière intègre, s'infiltrait dans le commissariat central avec une mission aussi périlleuse qu'essentielle. L'incident explosif au tribunal, où Jacques Moreau avait piétiné la photo d'un adolescent battu sous les yeux d'une salle révoltée, avait enflammé la détermination d'Élodie Dubois, mais c'était à Antoine de plonger au cœur de la bête, là où la corruption prenait racine. Il entra dans le commissariat, vêtu d'un uniforme de recrue trop grand, ses cheveux gris dissimulant un regard d'acier. Chaque pas dans ce lieu one-way system, bâtiment saturé de testostérone et de mépris racial, était une insulte vivante à tout ce qu'Antoine avait défendu durant sa carrière.
Les officiers, jeunes et arrogants, le toisaient avec dédain, leur rire moqueur résonnant comme des coups de poignard. « Hé le vieux, t'es perdu ou quoi ?» lança l'un d'eux, un jeune officier nommé Lucas, son ton dégoulinant de sarcasme. On dirait un gardien de musée, pas un flic. Les rires fusèrent, acides, cruels, mais Antoine resta impassible, son silence n'étant pas de la faiblesse, mais une stratégie affûtée. Il savait que chaque insulte, chaque humiliation, était une preuve de la culture toxique qu'il était venu démasquer. Dès son premier jour, Antoine devint la cible d'un harcèlement incessant. Son casier était vidé, ses rapports égarés, son nom gribouillé sur des affiches avec des caricatures racistes. Des dessins grossiers le dépeignant comme un vieil immigrant, accompagné de mots comme intrus ou quota. Mais le pire survint lors d'une réunion matinale, dans une salle de briefing où l'air était lourd de tension. Lucas et son acolyte, Thierry, l'attirèrent dans un couloir sous prétexte d'une tâche administrative. Là, dans l'ombre, ils l'encerclèrent, brandissant une corde de nylon. « Bienvenue dans l'équipe, grand-père », ricana Lucas, avant de l'attacher à un tuyau rouillé, le corps immobilisé, ses bras liés si fort que la corde mordait sa peau. Thierry, riant, prit une photo et murmura « Ça t'apprendra à vouloir jouer les héros à ton âge ». Un officier passa, hésita, puis détourna les yeux, complice par son silence. Antoine, humilié, sentit une rage incandescente monter en lui, non pas pour lui-même, mais pour tous ceux que ce système avait brisés avant lui. Chaque nœud de la corde était un rappel des menottes injustes posées sur des innocents, des vies volées par des hommes comme Moreau. Ce moment, orchestré pour l'écraser, ne fit que renforcer sa détermination. Antoine, libéré plus tard par un jeune officier gêné nommé Samir, qui marmonna des excuses sans oser le regarder, redressa les épaules et retourna à son bureau, comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur, son sang bouillonnait. Il se souvenait de ses débuts, jeune policier noir confronté aux mêmes moqueries, aux mêmes regards qui le réduisaient à une caricature. Cette fois, il n'était pas là pour endurer. Il était là pour détruire. Chaque nuit, dans son petit appartement du quartier de Noailles, il consignait tout dans un carnet usé. Nom, date, insulte, incident. Il ne faisait pas confiance au système numérique du commissariat, sachant que les plaintes disparaissaient trop facilement. Ses rencontres clandestines avec Élodie, dans des cafés discrets ou des ruelles sombres, étaient brèves mais explosives. « Ce n'est pas juste Moreau », murmura-t-il un soir, sa voix tremblante de colère. « C'est tout le système, ils se protègent tous. » Un soir, un événement inattendu fit basculer la tension. Lors d'une patrouille, Antoine surprit Lucas et Thierry en train de falsifier un rapport d'arrestation, accusant un jeune Tunisien d'agression alors que la caméra corporelle de Lucas était éteinte. Antoine, tapi dans l'ombre, enregistra la scène avec un dispositif caché fourni par Élodie. « On l'a bien amoché, celui-là », ricana Thierry. « Personne ne croira un gamin des cités. » Ces mots, capturés dans la nuit, étaient une bombe à retardement. Antoine sentit son cœur cogner, sa rage si intense qu'il dut serrer les poings pour ne pas intervenir. Il pensa aux victimes sans voix, aux familles menacées pour se taire, aux dossiers classés sans suite. Chaque mot de ces officiers était un écho des injustices qu'il avait combattues toute sa vie. Antoine savait que ce commissariat n'était pas seulement un lieu de travail, c'était une forteresse de silence, où des hommes comme Moreau prospéraient grâce à la peur qu'ils inspiraient. Les recrues évitaient son regard, non par mépris, mais par crainte de briser le code. Antoine, lui, n'avait plus peur. Chaque insulte, chaque humiliation était une brique de plus dans le mur de preuves qu'il construisait avec Élodie. Ils pensèrent le briser, mais ils ne faisaient que lui donner des armes. La corde autour de ses bras n'était pas une entrave. Elle était un symbole de ce qu'il combattait, un système qui enchaînait les innocents tout en protégeant les bourreaux. Antoine Leroux n'était pas une victime. Il était un feu lent, prêt à consumer leur royaume d'arrogance et de cruauté, et il savait que l'heure de l'embrasement approchait. Les rues de Marseille, baignées d'une lumière crépusculaire, semblaient frémir sous le poids d'une colère prête à éclater. Antoine Leroux, après avoir enduré les humiliations du commissariat et capturé les preuves accablantes de la brutalité de ses collègues, avait transmis à Élodie Dubois un arsenal de vérités prêtes à faire imploser le système. Mais c'était dans l'obscurité d'une nuit sans lune, dans son appartement exigu où chaque craquement semblait une menace, qu'Élodie reçut l'élément final,
Une bande audio, une arme si puissante qu'elle pouvait ébranler les fondations même du pouvoir. L'enregistrement révélait la voix de Marcel Fournier, le maire de Marseille et figure intouchable de la politique régionale, orchestrant l'étouffement des scandales impliquant Jacques Moreau et le juge Philippe Leclerc. Ce n'était plus seulement une mission d'infiltration, c'était une guerre déclarée, et Élodie, portée par une rage incandescente, était prête à allumer l'incendie. Assise à son bureau, sous la lueur pâle d'une lampe, Élodie ouvrit le fichier envoyé par une source anonyme. Un ancien conseiller municipal, rongé par la culpabilité, qui avait enregistré Fournier lors d'une réunion secrète. La voix du maire, suave et calculatrice, s'éleva dans l'appartement silencieux. Laissez-les manifester, ces gens-là. Donnez-leur un os à ronger, une suspension, une enquête bidon. Ils se calmeront. La justice, c'est du théâtre, et nous écrivons le scénario. Il rit, un son froid, dépourvu d'âme, qui frappa Élodie comme un coup de poignard. Chaque mot était une insulte aux victimes, un crachat sur les tombes des jeunes battus, un mépris assumé pour les communautés maghrébines que Fournier traitait comme des pions. Élodie sentit son sang bouillir, ses mains tremblant non de peur, mais d'une fureur si profonde qu'elle semblait hériter des générations opprimées avant elle. Ce n'était pas seulement un homme, c'était l'architecte d'un système qui monétisait la douleur et sanctifiait la cruauté. Un incident imprévu fit monter la tension à son paroxysme. Lors d'une conférence de presse organisée par Fournier pour calmer les rumeurs sur les violences policières, un groupe de manifestants, brandissant des photos des victimes de Moreau, força l'entrée de l'hôtel de ville. Une jeune femme, tenant une pancarte où était écrit « Justice pour Karim », lança une chaussure vers Fournier, qui esquiva avec un sourire narquois. « Contrôlez vos sauvages !» cria-t-il à ses gardes, sa voix captée par les micros des journalistes. La foule explosa, les slogans fusant comme des balles, et Élodie, présente incognito parmi les reporters, enregistra chaque seconde. Ce moment, où Fournier laissait tomber son masque de politicien bienveillant, était une fissure dans son armure, et Élodie savait qu'elle devait l'élargir. Elle transmit l'enregistrement à Aïcha, la greffière alliée, qui croisa les données avec des documents financiers révélant des paiements occultes aux familles des victimes pour acheter leur silence. Chaque ligne de ces dossiers était une blessure, chaque somme une trahison. Élodie ne dormait plus, les visages des victimes hantaient en ses nuits, Karim, battu et humilié, sa mère pleurant dans la salle d'audience, et tant d'autres dont les noms avaient été effacés des registres. Elle pensait à son frère, brisé par un système similaire, et à Antoine, qui risquait tout pour exposer la vérité depuis l'intérieur. Chaque mot de Fournier dans cet enregistrement était une insulte à leur combat, une moquerie de leur douleur. Elle savait que diffuser cette bande serait un point de non-retour. Les menaces s'intensifiaient, un mot glissait sous sa porte. « Tu es morte si tu parles ». Mais Élodie n'avait plus peur. La peur était un luxe qu'elle avait abandonné en entrant dans ce tribunal. Elle envoya l'enregistrement à des médias nationaux, accompagné d'un dossier scellé par le ministère de la Justice, son nom en signature. À 22h47, la première chaîne diffusa l'extrait. À minuit, Marseille était en feu, non pas de flammes, mais de colère collective. Les manifestations éclatèrent dans le Vieux-Port, des milliers de voix scandant, plus de silence. Des portraits de Fournier, déchirés, flottaient dans la foule. Élodie, depuis son appartement, regardait les écrans, son cœur battant à l'unisson avec les cris des rues. Fournier tenta une allocution télévisée, niant tout, accusant un montage malveillant, mais sa voix tremblait, son assurance s'effritait. Élodie sentit une satisfaction amère. Ce n'était pas une victoire, c'était un début. Elle savait que Fournier n'était pas seul. Il était le sommet d'une pyramide de corruption, et chaque révélation en entraînait une autre. Les dossiers qu'elle avait exhumés montrèrent des connexions avec des entrepreneurs, des avocats, des fonctionnaires, tous complices d'un système qui prospérait sur l'oppression. Dans l'obscurité, Élodie murmura un nom. Amina, une jeune femme arrêtée par Moreau, humiliée publiquement, dont la plainte avait été classée par Fournier lui-même. Ce nom, comme une prière, la ramenait à sa mission. Elle n'était pas là pour négocier avec des monstres. Elle était là pour les démasquer, pour forcer le monde à voir ce qu'il avait ignoré. Fournier pensait qu'il pouvait rire, manipuler, effacer. Il se trompait. Élodie Dubois, avec sa rage comme carburant, venait de lancer un incendie que ni lui, ni son système ne pourraient éteindre.
Marseille tremblait, et la vérité, enfin libérée, allait tout consumer. Dans un restaurant feutré du vieux port de Marseille, où l'élégance masquait les tractations des puissants, Élodie Dubois s'assit face à Marcel Fournier, le maire dont la voix, captée sur une bande explosive, avait mis la ville à feu et à sang. Les manifestations, déclenchées par la diffusion de son enregistrement confessant la manipulation de la justice, avaient transformé les rues en un cri collectif de révolte. Élodie, après avoir livré cette vérité accablante avec l'aide d'Antoine Leroux, entra dans ce lieu comme on entre dans une arène, son regard d'acier dissimulant une rage qui brûlait comme un volcan prêt à entrer en éruption. Les serveurs, en gilets noirs, glissaient autour d'eux comme des ombres, ignorant que cette rencontre allait sceller le destin d'un empire corrompu. Fournier, vêtu d'un costume impeccablement taillé, l'accueillit avec un sourire poli, ses mains croisées sur la table comme s'il négociait une simple formalité. Élodie, vous avez fait un travail remarquable, commença-t-il, sa voix mielleuse, un vernis de calme politique. Vous avez secoué Marseille, forcé une discussion nécessaire. Mais il faut savoir s'arrêter avant que tout s'effondre. Il se pencha légèrement, son regard cherchant à percer son armure. Je vous offre une chance. Dirigez une commission de réforme judiciaire, avec des fonds, du pouvoir, votre nom en haut de l'affiche. Laissez cette tempête s'éteindre. Élodie sentit son sang bouillir, ses doigts serrant le bord de la table. Chaque mot de Fournier était une insulte, un écho des humiliations qu'elle avait endurées, les rires de Jacques Moreau, les silences complices du juge Philippe Leclerc, les vies brisées par un système que cet homme protégeait avec un sourire. Elle ne répondit pas, laissant le silence s'épaissir, ses yeux fixant Fournier comme une lame. Soudain, un événement imprévu fit basculer l'atmosphère. Un serveur, nerveux, renversa un verre d'eau près de leur table, attirant les regards. Élodie, alerte, remarqua un homme en costume sombre à une table voisine, un écouteur à l'oreille, observant leur conversation. Fournier, imperturbable, continua. Vous ne comprenez pas ce que vous risquez. Si vous poussez plus loin, vous serez seul, discrédité, une agitatrice qui a voulu jouer les héroïnes. La menace, à peine voilée, fit monter une vague de fureur en Élodie. Elle pensa à Karim, à Amina, à son frère, à chaque victime dont les cris avaient été étouffés par des hommes comme Fournier. Ce n'était pas une offre, c'était une tentative de l'acheter, de la réduire à un pion dans leur jeu. Elle se pencha, sa voix basse mais tranchante. Vous pensez qu'un titre efface vos crimes? Les familles payées pour se taire? Les vies que vous avez laissées détruire? Fournier plissa les yeux, son masque de courtoisie craquant. Vous voulez la guerre, Élodie? Vous ne survivrez pas à ce que vous déclenchez. Marseille a besoin d'ordre, pas de chaos. Elle éclata d'un rire amer, un son qui fit frémir l'air. L'ordre? Votre ordre, c'est la prison pour les innocents et des médailles pour les bourreaux. Elle se leva, repoussant sa chaise avec une force contenue, attirant les regards des clients. Je ne veux pas votre chaise à votre table. Je veux votre table en cendres. Fournier, pour la première fois, sembla déstabilisé, ses doigts crispés sur son verre. Élodie sortit un dossier de son sac, le posa sur la table, des copies des paiements secrets signés par Fournier pour étouffer les plaintes contre Moreau. Voici ce que vous avez construit, et voici ce que je vais détruire. En quittant le restaurant, Élodie sentit une menace planer. Un mot glissé dans sa poche par un inconnu. Arrêtez, ou vous disparaîtrez. Mais sa rage était plus forte que la peur. Elle envoya le dossier aux médias, accompagné d'une lettre ouverte signée de son nom, révélant les transactions financières liant Fournier à des entreprises privées qui profitèrent des incarcérations massives des jeunes maghrébins. À minuit, les chaînes nationales diffusèrent l'information. Les manifestations redoublèrent, les pancartes brandissant le nom d'Élodie comme un symbole de résistance. Fournier, acculé, tenta un communiqué, jurant que les documents étaient falsifiés, mais sa voix tremblait, son pouvoir s'effritait. Élodie, dans son appartement, regardait les flammes de la révolte éclairer Marseille. Chaque cri dans la rue était un écho de sa propre colère, un refus de plier face à un système qui avait prospéré sur le silence. Elle savait que ce n'était pas fini. Fournier n'était pas seul. Il était le sommet d'une pyramide de corruption. Mais en refusant son offre, Élodie avait fait plus que le défier. Elle avait montré au monde que la vérité ne s'achète pas. Elle pensa aux mères qu'elle avait rencontrées, aux familles réduites au silence par des chèques,
au nom effacé des registres. Sa rage, canalisée, était devenue une arme. Fournier croyait pouvoir la contrôler, comme il avait contrôlé tant d'autres. Il se trompait. Élodie Dubois n'était pas une flamme vacillante. Elle était un incendie, et Marseille, sous son impulsion, brûlait pour la justice. Alors que les flammes de la révolte illuminaient les rues de Marseille, Élodie Dubois se tenait à l'écart, son ombre se découpant dans la lumière vacillante des écrans, diffusant les dernières révélations sur Marcel Fournier. Après avoir rejeté son offre empoisonnée, elle avait libéré une tempête de vérité, exposant les paiements secrets qui avaient muselé des familles et protégé des criminels comme Jacques Moreau. Mais ce n'était pas assez. Dans un bureau exigu, sous la lueur d'une lampe vacillante, Élodie fonda l'initiative Amina, nommée d'après une victime dont le cri d'humiliation publique avait été étouffé par Fournier. Sa rage, canalisée en une détermination implacable, devint le moteur d'une mission plus grande: démanteler un système qui prospérait sur l'oppression. Élodie réunit une équipe hétéroclite, avocats, survivants, jeunes activistes des quartiers nord, tous unis par une colère commune contre l'injustice. L'initiative Amina ne se contentait pas de dénoncer. Elle intentait des procès, exhumait des dossiers scellés et donnait une voix aux oubliés. Un soir, un événement dramatique fit basculer leur combat. Une jeune avocate de l'équipe, Samira, reçut une menace de mort peinte sur sa voiture. « Traître, vous paierez ». Élodie, tremblante de fureur, jura de ne pas céder. Cette menace n'était pas un frein, mais un carburant. Elle organisa une marche nocturne à travers Marseille, des milliers de personnes brandissant des pancartes avec le nom d'Amina, leur voix brisant le silence des décennies. Élodie, au centre, portait un dossier contenant de nouveaux témoignages de victimes, chacun un cri de douleur transformé en arme. Les menaces s'intensifiaient, appels anonymes, pneus crevés, regards hostiles dans les ruelles. Mais Élodie, hantée par les visages d'Amina, de Karim, de son frère, transformait chaque intimidation en carburant pour sa croisade. Elle savait que le système, bien que fissuré, se battrait pour survivre. Fournier, acculé, tenta une dernière défense télévisée, mais la foule, galvanisée par l'initiative, l'interrompit en scandant « Plus de mensonges ». Élodie ne cherchait pas la gloire, elle voulait la justice, une justice arrachée des mains de ceux qui l'avaient piétinée. L'initiative Amina devint un phare, inspirant des villes comme Lyon et Toulouse à rejoindre le combat. Élodie, debout face à la mer, sentit sa rage se mêler à une promesse. Ce n'était que le début d'un incendie qui consumerait l'injustice, ville par ville.